Et bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Manu refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, notre déplacement la semaine dernière au Sénégal, la situation catastrophique malheureusement à Gaza et les dernières décisions, notamment la volonté du procureur de la Cour pénale internationale de poursuivre le Premier ministre israélien pour crimes de guerre, la situation en Nouvelle-Calédonie et surtout la dernière ligne droite de la campagne des élections européennes, puisqu'il reste moins de 3 semaines maintenant. L'élection, c'est le 9 juin. C'est Manu refait l'actu, c'est le numéro 15 et c'est parti. Alors, la semaine dernière, avec Jean-Luc Mélenchon et mes collègues députés, Arnaud Le Gall, Nadège Beaumongoli, Aurélien Taché, nous étions présents au Sénégal pendant plusieurs jours à la rencontre de la société civile sénégalaise, mais aussi à la rencontre du nouveau pouvoir élu avec le nouveau Premier ministre Ousmane Sonko, qui a été élu lors des dernières élections présidentielles. Et si nous étions présents au Sénégal, c'était pour apprendre, pour observer le processus qui s'est déroulé là-bas, et notamment un processus de mobilisation, de révolution citoyenne qui a permis de contrer les dérives de plus en plus autoritaires du régime précédent. Ce régime précédent, il a tout simplement voulu empêcher à l'opposition de pouvoir présenter un candidat à l'élection présidentielle. Il a voulu reporter la date des élections présidentielles. Il a instrumentaliser la justice à des fins politiques pour essayer tout simplement de museler la voix de l'opposition alors que ce régime était de plus en plus contesté. Et c'est bien la mobilisation du peuple sénégalais, notamment du parti de M. Sonko, le PASTEF, qui est un parti que nous avons pu rencontrer lors de notre déplacement au Sénégal, qui a permis de tenir bon et de maintenir la démocratie sénégalaise et qui a permis d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire du Sénégal. Et de manière plus générale, parce que ce qui se passe au Sénégal est observé partout en Afrique et observé partout dans le monde, de donner une vague d'espoir pour les peuples africains, d'avoir de nouveaux partis, de nouveaux projets politiques au pouvoir qui permettent de tourner la page du néocolonialisme, de l'influence impériale sur les régimes africains, de reprendre en main son destin, de défendre la souveraineté. Voilà les questions qui sont au cœur de ce nouveau projet, de cette révolution citoyenne à l'œuvre au Sénégal. Et lors de notre déplacement, nous avons pu rencontrer la direction de ce parti, le PASTEF. Jean-Luc Mélenchon a pu tenir plusieurs conférences, une conférence notamment en commun avec le nouveau Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à l'université de Dakar. Et je crois que ça a été un grand moment politique, un grand moment qui a permis d'appuyer et de mettre en valeur nos convergences. Un grand moment qui a permis aussi d'assumer publiquement des divergences qui, sur certains sujets, sont des divergences profondes, mais un grand moment qui a permis aussi de montrer qu'il existe une autre voie de la France en Afrique et que cette voie de la France en Afrique, elle n'est pas celle du pouvoir actuel français, d'Emmanuel Macron, qui n'a rien dit, n'a rien fait, alors que la démocratie sénégalaise était mise en danger par le président précédent. Et nos interlocuteurs ont souligné à quel point le soutien que la France insoumise avait exprimé au peuple sénégalais dans cette séquence avait été décisif. Et c'était aussi la raison pour laquelle ils avaient souhaité nous recevoir quelques jours, quelques semaines après le résultat des élections présidentielles. Et puis dans ces échanges, on a pu aussi convenir d'une mobilisation commune sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets, des batailles que nous menons en commun pour la souveraineté alimentaire et agricole, pour la relocalisation de l'agriculture, contre les accords de libre-échange, contre les accords de partenariat économique qui sont noués entre l'Union européenne et certains pays africains et qui se traduisent par la destruction de l'agriculture locale, de l'agriculture vivrière, contre les accords de pêche qui sont mis en place au niveau européen et qui détruisent la ressource halieutique locale et qui poussent les petits pêcheurs à devoir prendre la mer au péril de leur vie pour traverser la Méditerranée et se rendre en Europe. Mais les sujets de convergence, c'est aussi la protection des biens communs, la protection de l'écologie. Il y a par exemple un programme de gestion commune, de gestion intelligente de l'eau qui se développe en ce moment au Sénégal. Nos points de convergence, c'est aussi une autre vision des relations internationales. C'est la rupture et la lutte contre le choc des civilisations, cette théorie états-unienne qui fait malheureusement beaucoup de mal. Nos points de convergence, bien sûr, c'est aussi le soutien au peuple palestinien confronté en ce moment à Gaza, à un génocide, à des crimes de masse. Et il faut savoir que le Sénégal, depuis des années et des années, est un soutien à la lutte du peuple palestinien à pouvoir disposer de son État. Bref,
de nombreux points de convergence, bien sûr, qui nous amèneront à poursuivre ce travail et à un déplacement qui a été un déplacement très riche, très intéressant, très instructif, y compris sur la manière avec laquelle s'est organisée la révolution citoyenne au Sénégal et qui peut être pour nous une source d'inspiration pour les travaux gigantesques que nous avons menés ici en France. L'actualité, bien sûr, c'est aussi l'évolution de la situation à Gaza et notamment les suites du début de l'intervention et de l'opération de l'armée israélienne à Rafah. Et on a appris cette semaine, et c'est une décision décisive, la décision du procureur de la Cour pénale internationale de poursuivre ou de demander en tout cas à la Cour pénale internationale de délivrer un mandat d'arrêt contre des dirigeants israéliens, en particulier le Premier ministre Benjamin Netanyahou, contre des dirigeants du Hamas. Pour nous, la France insoumise, c'est en quelque sorte la validation, la confirmation de ce que nous disions depuis le 7 octobre et qui nous a valu tant d'insultes, tant de calomnies. Pourquoi ? D'abord parce que nous qualifions les actes qui ont été commis le 7 octobre de crimes de guerre en reprenant par là même les terminologies qui sont celles du droit international. Et nous disions que bien évidemment il fallait condamner les crimes de guerre commis par le Hamas le 7 octobre, mais il fallait aussi condamner les crimes de guerre, voire crimes contre l'humanité commis par l'armée israélienne à Gaza. Et que dit le procureur de la Cour pénale internationale ? Il dit qu'il faut demander de délivrer un mandat d'arrêt à la fois contre les dirigeants du Hamas en raison des crimes de guerre qui ont été commis le 7 octobre, mais aussi contre les dirigeants du gouvernement israélien en raison des crimes de guerre qui sont commis depuis le 7 octobre à Gaza. C'est donc une validation complète du recours à la terminologie issue du droit international pour qualifier les événements qui se sont déroulés à Gaza depuis malheureusement plusieurs mois. C'est aussi bien évidemment une décision supplémentaire pour continuer à isoler le gouvernement israélien et pour faire en sorte, parce que ça doit être notre objectif à tous, que les opérations israéliennes à Gaza s'arrêtent immédiatement, que le massacre s'arrête et qu'on puisse ouvrir là-bas une autre étape, une étape qui permet d'en finir avec ces massacres, qui permet au peuple palestinien de pouvoir disposer enfin d'un État. Et de ce point de vue-là, la deuxième annonce très importante de cette semaine, c'est l'annonce qui a été faite ce mercredi par le gouvernement de Norvège, le gouvernement d'Irlande, le gouvernement espagnol, qui ont annoncé s'engager sur la voie de la reconnaissance de l'État de Palestine. On ne peut que regretter le fait que la France ne participe pas de cette initiative, qu'à nouveau la France soit à la traîne sur le sujet, alors que vous avez 3 pays, pas de l'Union européenne, la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne, mais de l'espace européen qui s'engagent sur cette voie et qui rejoignent par là même une majorité des États dans le monde qui reconnaissent aujourd'hui l'existence de l'État de Palestine. La France devrait bien évidemment faire la même chose, devrait annoncer la reconnaissance de l'État de Palestine parce que ce serait un outil de plus dans le rapport de force contre le gouvernement israélien pour que l'offensive militaire israélienne s'arrête et que les massacres s'arrêtent. La France devrait aussi prendre acte de la décision du procureur de la Cour pénale internationale et infliger des sanctions économiques à l'égard du gouvernement israélien, le faire à l'échelle nationale, se battre pour le faire au niveau européen. La France devrait décréter un embargo sur les livraisons d'armes, embargo en France, se battre pour décréter un embargo au niveau européen. La France devrait au niveau européen demander la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. La France devrait s'engager dans cette voie et ne pas contester la décision qui a été celle de la Cour pénale internationale. Or, ce qu'on a observé depuis cette décision du procureur, c'est qu'un certain nombre de voix, en particulier à droite, s'attaquent désormais à la légitimité et à l'indépendance de la Cour pénale internationale. J'ai entendu par exemple M. Ciotti dire que la France devait sortir de la Cour pénale internationale. C'est une décision qui est tout simplement irresponsable. La Cour pénale internationale, c'est un acquis récent en matière de droit international. Elle est rentrée en vigueur en 2002 dans ce qu'on a appelé le statut de Rome et c'est sans doute l'une des avancées les plus importantes de la fin du XXe siècle en matière de droit international, de pouvoir disposer d'une juridiction internationale en matière de poursuivre devant un tribunal international des gens qui sont suspectés d'avoir commis des violations du droit international, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes de génocide. C'est à ça que sert la Cour pénale internationale. Et voir que pour protéger le gouvernement israélien, pour protéger M. Netanyahou, une partie de la classe politique française est prête à sortir la France de la Cour pénale internationale, c'est tout simplement inacceptable et inadmissible. Bref,
La France doit prendre acte de cette décision. Elle doit hausser le ton. Enfin, nous demandons depuis des mois, nous demandons que ça s'arrête. La France doit hausser le ton. Et là, elle dispose avec cette annonce du procureur de la Cour pénale internationale d'un point d'appui supplémentaire pour pouvoir le faire. L'actualité politique, c'est aussi bien sûr les événements dramatiques qui se déroulent en Nouvelle-Calédonie et l'annonce du président de la République, Emmanuel Macron, qu'il se rend sur place. On a envie de dire enfin, mais on a envie de dire aussi, c'est quand même stupéfiant qu'il soit obligé d'aller sur place pour corriger tout le mal qu'il a fait à propos de la situation en Nouvelle-Calédonie. Parce qu'il est bien responsable, Emmanuel Macron, en ayant confié le dossier à M. Darmanin, en ayant voulu passer en force, alors que le principe même, l'esprit même de tout ce qui est fait en Nouvelle-Calédonie depuis maintenant 35 ans, c'est un principe qui s'appuie sur le consensus entre les différentes parties, entre ceux qui défendent l'indépendance et ceux qui défendent le maintien dans la République française. Depuis 35 ans, après les terribles événements qui ont eu lieu là-bas dans les années 80, on s'était mis d'accord avec des trésors de diplomatie pour avoir un processus dans lequel on avance ensemble, dans lequel on demande régulièrement à la population locale son avis, dans lequel on évite tout passage en force. Or, c'est bien M. Darmanin, c'est bien d'abord M. Macron qui a maintenu le 3e référendum il y a quelques années de ça, alors qu'il était contesté par la partie indépendantiste parce qu'il se déroulait pendant le Covid et que les indépendantistes disaient que c'était un moment de deuil et qu'il ne fallait pas voter à ce moment-là, qui a décidé, M. Macron, de maintenir le référendum à l'époque, qui ensuite a fait comme si, alors que ce référendum était boycotté par la partie indépendantiste, il fallait le reconnaître comme si c'était un référendum comme un autre, et qui ensuite décide de manière unilatérale de passer en force sur le dégel du corps électoral, sans aborder l'ensemble des autres sujets, alors que tout le monde est prêt à discuter des évolutions du corps électoral à partir du moment où ça s'inscrit dans une discussion globale. Donc maintenant, Emmanuel Macron va sur place, mais en quelque sorte, il va sur place pour essayer de nettoyer les difficultés qu'il a lui-même créées. Et dans cette séquence, on se retrouve, comme d'habitude, avec les éternels partisans de la répression, qui n'ont que ce mot à la bouche, ordre, ordre, ordre. Alors que si on est dans cette difficulté, c'est bien parce qu'il y a eu un passage en force du gouvernement et la solution, elle est donc bien politique et certainement pas sécuritaire. Et on a donc des irresponsables entêtés comme M. Darmanin, incapables de proposer une perspective politique. Et puis on a des irresponsables hypocrites comme Mme Le Pen et M. Bardella qui, la semaine dernière, à l'Assemblée nationale, ont voté en faveur du dégel du corps électoral, qui est la décision qui a mis le feu aux poudres. Et quelques jours plus tard, qui disent « mais il ne fallait pas faire le dégel du corps électoral ». Je pense qu'on attend de gens qui aspirent à vouloir gouverner le pays un peu plus de constance, un peu plus de cohérence et beaucoup moins d'irresponsabilité. Enfin, l'actualité, c'est bien sûr la dernière ligne droite de la campagne des élections européennes. On est à moins de 3 semaines maintenant. Je vous rappelle que les élections européennes, c'est le 9 juin. Je vous rappelle qu'il y a un seul tour. On vote seulement le 9 juin, sauf le 8 juin sur les territoires d'outre-mer basés dans l'océan Atlantique. Sinon, c'est le 9 juin. Il n'y a pas de deuxième tour une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard. Donc, il faut tous noter la date, que le 9 juin, c'est très important d'aller voter. Je vous rappelle qu'on peut faire des procurations si on n'est pas disponible le jour du vote ou si, par exemple, on est étudiant et on est inscrit sur les listes électorales là où nos parents habitent. Mais ce jour-là, le 9 juin, on est encore dans la ville dans laquelle on fait ses études. À ce moment-là, on a la possibilité de déposer des procurations. Et pour déposer des procurations, il suffit d'aller au commissariat et de donner le nom de quelqu'un qui va voter à votre place. Et si vous cherchez quelqu'un pour pouvoir aller voter à votre place, vous pouvez aller sur le site de la France Insoumise et vous allez pouvoir être mis en contact avec quelqu'un qui pourra voter à votre place. Il faut le faire maintenant, il ne faut pas attendre la dernière ligne droite parce que quand on attend le jeudi ou le vendredi pour donner sa procuration, parfois la procuration elle n'arrive pas dans le bureau de vote et la personne que vous avez désignée pour voter à votre place ne peut pas le faire. Donc, c'est le moment de faire sa procuration si on n'est pas disponible. C'est le moment de noter la date du 9 juin. C'est le moment de passer le message autour de vous qu'il faut aller voter le 9 juin. C'est très important, on peut compter que sur notre mobilisation. Et cette mobilisation, elle porte ses fruits. On a mené en particulier une grande campagne sur l'inscription sur les listes électorales. Pour vous donner un exemple, dans le département des Bouches-du-Rhône, on a eu 28 000 personnes qui se sont inscrites en plus sur les listes électorales. C'est considérable, c'est beaucoup plus qu'en 2019. Pour vous mettre ce chiffre en perspective, 28 000 inscrits en plus sur les listes électorales dans le département des Bouches-du-Rhône. Il y avait à peu près 44 000 voix pour la liste de Manon Aubry en 2019. Donc si l'ensemble de ces personnes
qui se sont inscrites sur les listes électorales se déplacent pour aller voter, si tous ceux qui étaient déjà inscrits sur les listes électorales ne sont pas allés voter en 2019, se mobilisent pour aller voter cette fois-ci, on peut faire un score qui sera un score très important. Et ça dépend de chacune et de chacun d'entre nous, de notre capacité à informer de la date de l'élection, de notre capacité à convaincre d'aller voter, de notre capacité à rappeler la veille ou le jour du vote qu'il y a bien cette élection, parce que parfois il y a des gens qui oublient, et de notre capacité de rentrer dans la campagne dans les quelques jours maintenant qui nous séparent du scrutin. Pour ça, on va avoir des temps forts, des meetings importants. Un meeting ce samedi après-midi en région parisienne, ce sera au Doc d'Aubervilliers. Je vous invite à y être présente et présents nombreuses et nombreux. Et puis, je vous invite à venir rejoindre les actions, les initiatives qui sont menées par la France Insoumise et de manière plus générale l'Union populaire de cette campagne, en particulier des grosses opérations de porte-à-porte. C'est pas très compliqué à faire si vous êtes d'accord avec les idées que porte la France Insoumise et que vous voulez nous aider. Inscrivez-vous, venez participer. Plus on est nombreux et plus ça produira un résultat. Et puis si vous n'avez pas le temps mais que vous avez les moyens financiers de nous aider, on a lancé une campagne d'emprunt populaire. Ça vous coûtera rien à la fin. C'est un prêt que vous faites à la campagne pour nous aider à financer la dernière ligne droite de la campagne. Vous serez remboursé ensuite, mais c'est toujours un coup de main qui est un coup de main très important. Voilà ce qu'il nous reste à faire pour les prochaines semaines de la campagne. Notre résultat du 9 juin, il va dépendre de notre mobilisation à chacune et chacun d'entre vous. Je sais que je peux compter sur vous pour faire en sorte que Manon Aubry, qui est notre tête de liste, fasse le résultat le plus important possible, pour faire en sorte que demain Rima Hassan soit député au Parlement européen, pour faire en sorte que demain Anthony Smith soit député au Parlement européen, pour envoyer l'ensemble de ces personnes, de ces figures qui vont défendre les sujets qui sont les sujets les plus importants dans cette campagne, qui vont défendre bien sûr la question du cessez-le-feu à Gaza et de la paix en Ukraine, qui vont défendre la question de la baisse de nos factures d'électricité par la sortie du marché européen de l'électricité, qui vont prendre notre revanche parce que plus on fera le résultat important aux élections européennes, on prendra notre revanche sur Macron qui est passé en force sur la retraite à 64 ans, alors que nous continuons à défendre la retraite à 60 ans pour empêcher justement que ça soit maintenant les partisans à gauche de la retraite à 62 ou à 64 ans qui fassent le meilleur score, pour lutter contre l'extrême droite qui a annoncé à des sommets en termes de résultats aux élections européennes. On ne va pas les laisser dérouler leur politique et multiplier leurs discours racistes et xénophobes. Ça dépend de notre mobilisation à chacune et chacun d'entre vous. On sait qu'on peut compter sur vous. Il nous reste quelques jours de campagne, moins de 3 semaines maintenant. Allez, c'est parti, faut rentrer dans la bataille. Merci à vous, bye bye.